le suspense, le président de la République s'est adressé vendredi dans la soirée à la nation congolaise, mais bien avant cette adresse, il y a eu la prestation des serments des 3 juges constitutionnels au Palais du Peuple. On décrypte toutes ces questions d'actualité dans votre magazine Entretien qui reçoit pour vous ce soir M. Dieudonné Mouenzé, qui est communicateur de la plateforme FCC, mais également ancien député national. Je crois que cette présentation elle est complète. Oui, plus ou moins complète, mais il faut aussi préciser que je suis membre du Conseil national du PPRD, et avant d'être communicateur du FCC, mais aussi je suis communicateur du PPRD, même si je n'en parle pas d'habitude. Ok. Dieudonné Mouenzé, bonsoir. Avec vous, on va décrypter l'actualité. Alors, d'entrée des jeux, quelle analyse faites-vous de l'adresse du chef de l'État à la nation? Madame, merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais vous dire que personnellement, je n'ai pas suivi l'adresse du chef de l'État. Il semble qu'il a parlé hier, mais moi je suis resté à la maison toute la soirée, en train de zapper d'ailleurs les chaînes pour espérer suivre le discours du chef de l'État. Et je peux vous dire sincèrement que vous êtes la deuxième personne à m'informer qu'il s'est adressé hier à la nation. Monsieur Dieudonné Mouenzé, on risque de ne pas vous croire. Tout le monde avait l'attention focalisée sur la chaîne nationale. Mais je l'ai dit moi-même que j'étais également scotché sur toutes les chaînes pratiquement. Mais il s'est fait que je n'ai pas suivi. Je suis en train de m'interroger pourquoi, mais c'est un peu tôt ce matin que quelqu'un m'a dit que le chef de l'État s'est prononcé hier dans son discours à la nation. Et bon, je commençais un peu à douter. Maintenant là, avec votre affirmation, je me rends compte que vous êtes la deuxième personne à m'informer qu'il a parlé hier. Et donc, personnellement, je vous dis que je ne l'ai pas suivi. Mais on vous a quand même dit de quoi il était question? Bon, pas de manière fidèle, puisque la première personne avec qui on a échangé s'est limitée à m'informer simplement qu'il y a eu l'adresse du chef d'État hier. Je ne sais pas dans la soirée exactement quelle heure, je ne sais pas. Mais la deuxième personne, c'est vous. Alors quand vous me donnez l'information, apparemment vous ne me donnez pas aussi les grandes lignes. Donc je ne sais pas commenter sur une histoire que je n'ai pas suivie. Voilà, je vais quand même. Il est vrai que je suis analyste politique, mais je ne peux pas me permettre de discuter sur une affaire que je n'ai pas suivie. Voilà, tout au long de l'émission, je vais quand même vous donner les grandes lignes de ce discours-là, mais déjà retenez que le président de la République annonce pour la semaine prochaine les débuts de consultation. En tout cas, moi je n'ai pas suivi. Je vous informe. Oui, merci pour l'information, madame. Le FCC prendra part? Je ne peux pas vous le dire, puisque il est vrai que vous m'avez appelé comme communicateur du FCC et du PPRD, mais je ne parle pas de moi-même, je parle de ma famille politique. Je suis un homme politique avisé, donc je ne peux pas me permettre de me donner mes sentiments personnels. C'est que je sais que si c'est cela le cas, tel que vous le dites, le FCC devra prendre le temps de réfléchir sur la question et de donner sa position le moment venu. Mais aujourd'hui, ici où je vous dis, je ne sais même pas vous confirmer que le FCC est informé du contenu de l'adresse du chef de l'État d'hier. En tout cas, je ne sais pas vous le confirmer. Peut-être après, je pourrais me renseigner davantage. Ou carrément, vous suivez le mot d'ordre de votre plateforme, parce que sur le compte Twitter officiel du FCC, la plateforme dit clairement qu'elle ne va pas se prononcer pour le moment sur ce discours-là. Mais si c'est cela le cas, est-ce que j'ai péché? Je n'ai pas péché, puisque je vous ai dit que je ne communique pas pour moi-même. Je constate seulement que vous avez répondu. Je vous ai dit que je ne communique pas pour moi-même, je communique pour les comptes du FCC. Et je suis un communicateur attitré, donc comme vous me l'avez présenté à l'entente de cette émission, je ne parle pas de moi-même. Mais si en dehors de cette émission, on peut parler de ce qui concerne mes sentiments personnels et mes analyses personnelles, politiques, je pourrais vous les donner. Mais ici, vous m'avez invité comme communicateur du FCC et je ne peux pas vous décevoir. Donc je reste dans le cadre pour lequel vous m'avez invité. Monsieur Dieudonné Mouenzé, on comprend que vous êtes un peu assez réservé sur la question, mais bon, nous on va quand même avancer. Je vous ai dit que un communicateur, c'est celui aussi qui peut être réservé s'il le faut. Voilà. Vous savez, je m'excuse madame, vous savez que nous sommes à l'école de notre autorité morale, l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange.
qui nous a toujours dit, madame, et là je fonctionne avec ces conseils, et il nous a toujours dit qu'il faut parler lorsque vous pensez que les mots sont plus forts que le silence. Et lorsque je pense personnellement que mes mots ne seront pas plus forts que le silence, je respecte ce conseil sage de notre autorité morale, Joseph Kabila. Voilà, moi je vous ai promis que tout au long de l'émission, je vous donnerai quand même de grandes lignes de pas ce de problème, discours-là. merci pour l'information. Alors, le chef de l'État évoque dans son discours plusieurs divergences, notamment de la CENI, de l'organisation des élections, l'indépendance de la justice, la diplomatie. Doit-on conclure que rien ne va entre le FCC et le CACH? En bas. Merci pour l'information, madame. Je ne le savais pas, mais je savais simplement qu'il y avait peut-être des petits problèmes dans la famille, comme dans toute autre famille politique. Et je me suis toujours référé à ces propos lorsqu'il s'est retrouvé aux côtés de Sassou Nguesso, le président brazzavilliois, où il avait dit que nous sommes dans une expérience inédite, c'est-à-dire cette expérience nouvelle dans ce pays, celle de co-gérer le pays dans une coalition, et que tout peut arriver dans une coalition, c'est-à-dire qu'on peut avoir des divergences de points de vue, on peut avoir même de chamailleries, on peut même avoir des tiraillements, mais je garde encore ces sages conseils ou ce point de vue sage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit « cela ne pourra jamais conduire à la rupture de la coalition ». Et que pour lui, c'était là le chemin obligé par lequel le Congo devait passer. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement une coalition pour sauver la paix et la stabilité des institutions dans le pays. Et alors, moi, je m'en tiens à ça aujourd'hui. Et par rapport à l'information que vous me donnez, est-ce que je peux dire que le chef de l'État a évolué? Je ne sais pas, mais je pourrais vérifier. Je pourrais vérifier, mais merci pour l'information que vous me donnez. Pourtant, d'après certains analystes, entendre le discours du chef de l'État, c'est comme s'il mettait fin à la coalition, mais à demi-mot, en douceur. Merci pour l'information. Mais moi, je n'ai pas appris ça, comme je n'ai pas suivi le discours. Mais tout ce que je sais est que le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, a toujours tenu à cette coalition, puisqu'il avait conclu cette coalition en âme et conscience. Et personne ne l'avait poussé. Donc il avait pris ses responsabilités politiques pour dire, avec le FCC et nous CACH, nous restons dans la coalition. Et c'était la volonté exprimée par les électeurs de décembre 2018. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il a pris une autre position? C'est vous qui m'informez. Attendons la suite, hein. Comme disent les Anglais, wait and see. Voilà, 48 heures avant cette adresse à la nation, le président de la République a lui-même annoncé cette adresse. Oui, j'étais informé de l'annonce de la cérémonie de prestation des serments. Alors vous, FCC, qu'est-ce que vous attendiez à quoi? Vous pensiez que le chef d'État allait aborder quelles questions, par exemple? Bon, vous savez, l'annonce par rapport à ce discours à la nation, c'est, comme vous l'avez dit, c'était consécutif à ce qu'il y a eu comme prestation de serment au Palais du Peuple. Ah, à ce qu'il y a eu comme? C'était pas la prestation de serment? Concédez-moi ce que j'ai dit, madame. Oui, mais je crois que je suis venu pour répondre à vos questions. Justement, et moi j'ai ce devoir-là de clarifier les choses. Oui, je pèse bien mes mots. Voilà. Je sais de quoi je parle. On peut avancer. Donc rassurez-vous que je place les mots là où il le faut. Donc par rapport à ce qui a été comme prestation de serment ce mercredi 21 octobre, et nous avons suivi que le chef de l'État se sentait peut-être un peu bousculé par rapport à ce que lui-même espérait, par rapport à cette journée du 21 octobre 2020. Je crois que c'est à l'issue de cette ambiance-là, de cette cérémonie que l'on a appelée des prestations de serment, que je crois qu'il a pris la décision de prononcer un discours à la nation. Bon, alors, vous nous demandez, est-ce que nous, on pouvait s'attendre à quoi? Bon, ce qui est vrai, c'est que nous pouvons faire des supputations FCC, mais nous n'allons pas sonder l'opinion du chef. Je crois que c'est dans sa discrétion, mais dans son pouvoir discrétionnaire. Mais tout ce que nous pensions, ça je dois vous le dire sincèrement chez nous FCC, c'est que nous pensions que cette promesse-là, par rapport au prononcé du discours à la nation, était inopportune. C'est-à-dire ce qui avait été... Oui, nous pensons que cette promesse-là était inopportune.
Et c'est pour cela que nous n'avons même pas réfléchi pour savoir qu'est-ce qui pouvait être comme contenu de ces discours. Puisque nous pensions que ce qui s'était passé le mercredi était suffisant pour édifier l'opinion, tant politique que de la société civile et même de la communauté internationale, qu'il ne fallait pas encore aller au-delà et parler des discours à la nation. Mais au-delà de ça, puisqu'il avait fait la promesse, nous pensions chez nous, au PPRD, que le discours à la nation promis par le chef de l'État le vendredi hier, 23 octobre, pouvait peut-être avoir des rapports avec la situation politique et surtout sociale et même socio-économique actuelle. Puisque moi personnellement, je pensais aussi, un peu comme nos amis du FCC, que le chef de l'État pouvait revenir sur des questions brûlantes de l'heure, notamment la question de l'eau et de l'électricité. Je crois que nous vivons tous ici à Kinshasa, nous connaissons comment ça se passe par rapport à l'énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau. C'est une denrée qui est devenue très rare et qu'à un certain moment, les Kinois en ont ras-le-bol et ils disent il faut vraiment qu'on nous donne le courant et qu'on nous donne de l'eau. Et nous pensons aussi qu'il pouvait revenir à des questions importantes, notamment la question de la rentrée scolaire. Donc vous savez déjà que 2 semaines après, les enfants n'ont presque pas encore repris l'école. Peut-être qu'on peut dire dans l'opinion qu'on le voit en bleu-blanc en train de passer, mais dans plusieurs écoles, notamment les écoles catholiques, les cours ne sont pas donnés. Je connais de quoi je parle puisque moi-même aussi j'ai des cas comme ça. Donc les enfants partent, ils rentrent. Nous le voyons même 2 fois dans les rues en train de chanter. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Donc nous pensions que le chef de l'État va venir pour fixer l'opinion et dire depuis l'année passée, nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire et aujourd'hui nous continuons, même s'il n'y a pas eu une évaluation par rapport à ce qui avait été entamé l'année passée, mais qui avait été aussi perturbé par la pandémie de la Covid. Mais cette année, nous devons démarrer normalement, puisque l'année passée, il faut signaler que nous n'avions pas démarré normalement avec la gratuité. Le chef de l'État lui-même, quand il s'est retrouvé à Lemba en train d'inaugurer une école, on lui a posé la question par vos confrères pour dire est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité? Il a dit, ah bon, est-ce que la gratuité a commencé ou quoi? Bon, ok, je vais me rassurer. Donc même lui-même n'était pas très rassuré que la gratuité commençait l'année scolaire dernière. Donc cette année ici, il devait se rassurer que réellement, depuis le 12 octobre où les écoles ont été ouvertes, la gratuité a commencé normalement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la gratuité est restée lettre morte. Puisque ailleurs, les gens payent les frais de Minerval, les gens payent les primes de contribution de parents, et ainsi de suite. Et ailleurs, les enfants n'étudient même pas, puisqu'ils attendent qu'on paye les nouvelles unités. On nous a promis de payer à peu près 58 000 nouvelles unités. On parle qu'il faut payer les non payés, les NP. C'est beaucoup de conditions. Et nous attendons, les autres parlent de l'accord de Bibois, nous n'en sommes même pas là. Et donc vous êtes déçus par rapport au contenu du discours du chef de l'État? Donc je disais d'abord ceci, que nous avions aussi un autre aspect sur lequel nous en attendions le chef de l'État. On se disait que compte tenu de ces climats socio-économiques tout à fait moroses, avec ce qu'il y a comme flambée des prix sur le marché des biens de première nécessité, peut-être le chef de l'État reviendrait pour dire attention, le comportement de notre devise nationale par rapport à la devise étrangère qui est le dollar, et ça ne marche pas toujours. Vous savez que nous frôlons aujourd'hui 2020 comme le chiffre de l'année dans laquelle nous sommes. Mais c'est ça aussi le taux de parité. Donc pour avoir $1, il faut tout au moins 2020 francs congolais pour un seul dollar américain. Donc je crois que ce sont des questions sur lesquelles il devait revenir. Et il y en a encore beaucoup, notamment les questions sécuritaires avec tout ce qui se passe à l'Est, à Beni, à Ituri, un peu partout. Nous pensons qu'il devait revenir sur cette question avec lui-même sa tournée qu'il a faite dernièrement à l'Est du pays. C'est qu'il pouvait venir pour réorienter les choses, surtout qu'on a appris qu'il aurait promis lui-même d'aller s'installer là-bas. Voilà des questions sur lesquelles nous, on attendait voir le chef de l'État revenir, puisque ce sont des questions en principe qui touchent au vécu quotidien de la population directement. Et la population en a besoin, madame. La population en a besoin. Mais lorsque vous m'informez autour de cette table que non, des questions, c'est notamment des questions politiques, des consultations, de ceci, je me demande si le peuple se retrouve. Donc vous êtes déçu? Bon, si le contenu c'est celui que vous dites... C'est celui-là. Vous ne croyez pas sur parole? Non, jusque-là, je ne crois pas, puisque je
Je suis quand même analyste politique, madame. Je suis un analyste politique et un acteur politique avisé. Je préfère vraiment moi-même suivre pour me prononcer là-dessus. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, M. Moïse. Je suis très présent. Ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant de ce que le chef de l'État a dit. Ça ne peut pas vous étonner. Non, ça ne peut pas vous étonner, madame. Ça peut arriver que je ne sois pas informé. Je vous accorde le bénéfice du doute. Merci beaucoup. Voilà. Mais je peux vous dire aussi que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement la vérité ou la parole de l'évangile. Ce qui fait que je les prends toujours avec beaucoup de pincettes et je les considère généralement comme si j'ai évoqué les réseaux sociaux, c'est parce que à la télé, vous n'avez pas pu suivre, mais sur les réseaux sociaux, au moins. J'y suis présent, au moins, mais je n'ai pas encore vérifié pour savoir si ce qui se dit sur les réseaux sociaux est une vérité. Il faudra bien vous connecter, M. Moïse. Oui, je suis connecté. D'ailleurs, vous l'avez constaté pendant la journée que j'étais connecté moi-même. Mais pas en ligne. Mais en ligne connecté, mais bon, par moment, je suis en ligne pour des messages qui sont importants. Voilà. Alors, la veille de la cérémonie de prestation des serments, le FCC, qui est votre plateforme, a fait une déclaration pour s'opposer à cette démarche. Étiez-vous convaincu que cette déclaration allait bouger les lignes? Bon, madame, tout à l'heure, vous êtes inquiétée par le fait que j'ai dit que ce qui semblait être prestation de serment. Cette parole, je ne l'ai pas prononcée au hasard. Et je suis convaincu que ça vient de mes convictions politiques. Et le FCC est resté dans ses convictions politiques, qui sont également celles du FCC et qui sont également miennes. C'est que, d'abord, ce qui s'est passé le mercredi 21 octobre dernier n'avait rien d'une prestation de serment selon l'esprit de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et dans notre communiqué du 22, un jour après, du 22 octobre, nous l'avons dit ouvertement, au-delà de vouloir remercier nos compatriotes élus du FCC, c'est-à-dire députés nationaux et sénateurs, pour leur comportement de discipline par rapport à ce qui était compris comme position du FCC, mais nous avons également souligné que l'acte qui avait été posé le mercredi 21 octobre était pratiquement un couronnement de la violation flagrante de la constitution de notre pays et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nous l'avons dit clairement et nous avons dit que pratiquement la démarche dans la violation de la Constitution et de nos lois avait atteint pratiquement son niveau le plus élevé et qui touchait même pas simplement aux lois du pays et à la Constitution, même au rituel de la République. Et nous avons dit pour nous que puisque tout ça s'est fait de manière cavalière, depuis l'ordonnance qui avait été signée et publiée le 17 juillet 2020 de cette année, qui avait été d'ailleurs pratiquement déplorée par le gouvernement de la République, et même nous-mêmes nous l'avions dit. Donc nous pensons que jusque-là nous sommes en train d'aller de violation en violation et que pour nous, nous considérions que d'abord l'ordonnance du 17 juillet 2020 n'était pas régulière et pour nous elle ne nous concernait pas puisqu'elle ne concerne même pas le gouvernement. Le Premier ministre avait déploré cette situation. Mais nous pensons également que ce qui s'était passé en forcing ou en passage à force au niveau du Parlement était tout à fait irrégulier puisqu'il n'y avait pas l'Assemblée nationale alors que l'article 10 de la loi, oui, mais l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit clairement, ne parle pas des députés, ne parle pas des sénateurs. La loi dit ceci, qu'avant l'entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation devant le président de la République, qui est la première composante, devant l'Assemblée nationale, deuxième composante, devant le Sénat, troisième composante, et devant le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Donc il fallait la présence de 4 composantes. Mais en réalité, on n'a vu que 2 composantes. Donc le président de la République était là et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature était là. Du Sénat. Qui? Le vice-président du Sénat. Oui, mais je vous ai dit ce que dit l'article. Oui, l'article parle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Madame, je vais préciser. Oui. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la chambre du Parlement. Le Sénat, c'est cette
chambre haute du Parlement. Les députés, même s'ils sont à 490, ne sont pas encore une Assemblée nationale. Les sénateurs, même s'ils sont à 100 ou à 108, 109 aujourd'hui, ils ne sont pas encore le Sénat, les sénateurs. Donc, pour parler de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a des formes. Il y a une forme qui est requise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bureau qui organise une rencontre avec les députés, qui convoque les députés ou les sénateurs, qui se présente devant les députés ou les sénateurs. Les sénateurs signent leur présence, on constate le forum et on commence la séance. C'est à ce moment-là que nous avons le format de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais lorsqu'on se retrouve dans un deuil, quelque part dans un bâtiment, ou même au palais du peuple, quelques députés ou quelques sénateurs, on n'a pas encore le Sénat, on n'a pas encore l'Assemblée nationale. Et ce que vous dites, nous l'avons constaté. Vous avez vu combien de sénateurs là, sur les 109? Vous avez vu combien de députés sur les 500? Donc c'était tellement moins représentatif que nous ne devons même pas parler des députés. Moi, j'aurais souhaité qu'on parle même des députés si c'était plus de la moitié. Ou qu'on parle des sénateurs si c'était plus de la moitié. Mais au-delà de ça, c'était plus flagrant. Puisque vous avez encore d'autres cérémonies officielles qui se passent de manière que vous n'avez pas entendues. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement. Comment voulez-vous que l'institution supérieure, comme celle du président de la République, qui est le symbole et même l'honneur du pays, la dignité du pays, la plus haute institution, se retrouve à une cérémonie solennelle comme celle-là, et l'institution n'est même pas accueillie? Puisqu'en principe, nous sommes dans le palais du peuple qui est le siège du Parlement, même si on dit que c'est inviolable et que ça a été violé, mais il fallait que le chef de l'État, ne fût-ce que par courtoisie interinstitutionnelle, soit accueilli par ces pairs qui sont du Parlement, mais notamment les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais il y a eu un mot d'ordre. Bon, ok. Mais aussi au-delà de ça, vous avez vu que le corps diplomatique était pratiquement absent. L'ambassadeur américain était là. Oui, mais je parle du corps diplomatique, madame. C'est du français. Oui, je parle du corps diplomatique et consulaire. Mais celui que vous dites là, nous connaissons. Ça ne peut pas étonner. C'était le contraire qui devait nous étonner. ça ne peut pas nous étonner. Mais aussi au-delà de ça, vous n'avez pas vu les chefs de corps constitués. Ce qui, en principe, doit donner la dignité et le prestige à l'institution président de la République. Ça s'est passé de manière terne, irrégulière, comme ça s'était passé au Palais de la Nation avec la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pratiquement un fiasco. Mais à la place, vous avez vu, nous n'avons pas vu les représentants des forces armées. En principe, ils doivent être là. Ils ne sont pas du PPD, ils ne sont pas du FCC, comme les corps diplomatiques. Vous n'avez pas vu les représentants de la PNC, ils ne sont pas du PPD, ils ne sont pas... C'est-à-dire, quelque part, c'est un message que les gens donnent pour dire, attention, nous sommes devant une forfaiture, il ne faut pas la cautionner. Bon, alors, vous dites que nous avons refusé, puisque vous parlez des bureaux, qui sont les bureaux du FCC. Bon, ils n'ont pas refusé de manière cavalière aussi. Je crois que vous êtes de la presse et je ne vous apprends rien, mais votre public doit savoir que les deux présidents de deux chambres se sont d'abord retrouvés avec le président de la République quelques jours avant. Ils lui ont dit que nous avons appris que vous avez l'intention, puisque le chef de l'État leur a dit qu'il avait l'intention de recevoir les serments des juges de la Cour constitutionnelle. Ils lui ont dit ouvertement que telles que les choses se sont déroulées depuis leur nomination en juillet, jusqu'aujourd'hui, en passant par tout ce que nous avons entendu, lettres de recours des juges concernant les positions des familles politiques, les positions même des constitutionnalistes, des positions même de certains analystes politiques, nous pensons que les choses ne se sont pas bien passées et que, Monsieur le Président, il est important, avec tout le respect que nous vous devons, de pouvoir arrondir les angles, d'en parler sur le plan purement politique, pour que les choses se passent et se présentent de manière convenable. Et c'est à ce moment-là que les juges pourront venir à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est-à-dire au Palais du Peuple, pour que vous puissiez recevoir leurs serments. Bon, je crois que ce qui s'était dit, mais apparemment, les deux présidents attendaient un peu plus de la part du chef. Mais ce qui s'est passé, c'est que déjà le lendemain, le chef, c'est un courrier qui vient du chef, pour dire il faut nécessairement organiser la cérémonie. C'est en plein conseil des ministres où pratiquement le premier ministre est chargé comme un monsieur du protocole pour organiser cette cérémonie pour le président de la République et pour les juges, le premier ministre.
va organiser la cérémonie des juges constitutionnels. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, et aussi il y a un ministre, je crois c'est lui chargé de Parlement, qui est associé pour organiser. Et puis finalement, ils se rendent compte que les autres aussi sont un peu de marbre, ils ne peuvent pas suivre comme des moutons de Panurge, mais finalement, nous apprenons que c'est le DIRCAB AI du chef de l'État qui est mis au service, qui doit rencontrer les deux présidents du bureau, et puis finalement, les deux présidents n'ont pas mâché les mots. Et je crois que vous avez vu leur déclaration. Ils ont dit, ils sont d'abord surpris du fait que le chef continue à insister sur cette cérémonie de prestation du serment. Et ils pensent qu'ils ne seront pas présents, puisqu'ils restent dans leur logique. La logique qui fait qu'ils pensent que les choses ne se sont pas passées selon les règles de l'art et qu'ils ne peuvent pas être là pour cautionner l'irrégularité. C'est pour cela que les deux bureaux, pratiquement, s'il faut dire les deux bureaux, n'ont pas été présents, à l'exception de celui que vous citez, le membre du bureau du Sénat. Voilà. Et vous comprenez pourquoi il était là. Le mot d'ordre. Vous savez pourquoi il était là. Moi, je ne sais pas si vous pouvez le dire. Bon, l'opinion comprend pourquoi lui était là. Ben, on l'espère en tout cas. Il s'agit de M. Sami Badibanga. On le sait très bien, un mot d'ordre a été donné aux députés, aux sénateurs, aux membres des institutions issues du FCC de ne pas prendre part à cette cérémonie. Est-ce que ce n'était pas une erreur de stratégie? Parce qu'à la fin, on a vu quand même quelques membres du gouvernement issus du FCC qui étaient là présents. Non, nous pensons, madame, que ce n'était pas une erreur de stratégie. Vous savez, toute famille fonctionne avec les normes et toute famille aussi fonctionne avec la discipline. Et si ces deux-là manquent dans une famille, ça devient une jungle. C'est-à-dire ça ne sert à rien de fonctionner ensemble. Lorsqu'on sait qu'on doit être ensemble, c'est-à-dire il y a quelque part quelque chose qui vous unit. Et ce qui vous unit est généralement coulé en termes d'instruction, en termes de règlement intérieur, en termes de directives aussi, mais aussi en termes de discipline. C'est-à-dire quelque part, on n'a pas son indépendance totale par le fait qu'on a voulu vivre avec les autres. On a aliéné une partie de son indépendance. Je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe généralement dans toute famille, et le FCC ne peut pas être épargné. Donc chez nous, nous avons pensé que nous avions une position officielle de la famille politique et qu'il fallait transmettre ça aux personnes concernées qui étaient des élus, c'est-à-dire sénateurs et députés nationaux, et nous l'avons fait. Mais comme vous savez, ils sont aussi des personnes tout à fait responsables. Je crois qu'ils ont compris que nous étions sur la bonne voie, c'est pour cela qu'ils ont respecté. Ce n'est pas dire que nous les avons contraints, puisqu'au-delà de ça, ils ont été pratiquement cajolés par beaucoup de gens. Vous savez que même l'argent a circulé pour que les gens soient dans cette salle-là ces jours-là. Alors qu'on a vu des combattants, je vais revenir sur ça, voilà. Alors qu'on a vu des combattants habillés en veste, en cravate, même avec banderole, députés nationaux, sénateurs, alors qu'ils ne sont pas des élus. Et occupés même de la place des sénateurs et des députés, et entrer dans l'enceinte du palais du peuple sans contrôle, puisqu'ils se disaient qu'ils avaient le droit d'entrer comme ils voulaient. Leur hiérarchie était en train de les appeler pour aller remplacer les députés et sénateurs déserteurs. C'est ce que nous avions entendu. C'est ce qui fait que la cérémonie s'est transformée presque en un congrès d'un parti politique. Avec, au-delà de l'hymne national, mais l'hymne aussi du parti qui a été retenti plusieurs fois. Donc, et ça devant un chef de l'État, je crois que ce n'est pas normal. Même si par moment, pris dans l'enthousiasme, on a vu le chef de l'État faire ce signe-là de victoire. Victoire vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Ça vous a beaucoup dérangé, ce signe. Non, c'est-à-dire, nous avons trouvé que ce n'était pas un bon geste pour un chef de l'État. Je crois que vous pouvez vous retrouver devant vos combattants, vous pouvez être enthousiasmé, mais il y a des choses pour lesquelles vous devez vous abstenir. Il y a des gestes que vous ne pouvez pas mener. Puisque ce signe-là, ça montrait quoi? Une victoire sur qui? Et sur quoi? Je crois que c'est une cérémonie officielle. Et l'ambiance était telle que le chef, à un certain moment, je crois qu'il s'était même trompé. Il pensait qu'il s'est retrouvé devant un congrès de son parti. Et je crois que ce sont des gestes que nous voyons généralement dans son parti. C'est un symbole significatif. Je crois que c'est un peu ça. Mais s'il a s'il aurait revu le soir cette image-là, je crois qu'il devait se raviser et comprendre que c'était une erreur. Vous parlez de l'argent qui a circulé. Mais de l'autre côté, on vous accuse aussi d'avoir donné de l'argent aux députés pour ne pas répondre à l'invitation. Non, je peux vous avouer, madame, que généralement, ce sont les corrupteurs qui pensent que les autres sont des corrupteurs.
Les corrupteurs ont pensé que nous, on a fait la même chose qu'eux. Chez nous, au FCC, comme je vous ai dit, nous sommes disciplinés. Nous allons donner de l'argent aux députés, aux sénateurs. Pourquoi? Pour dire qu'il faut suivre la discipline du parti. Pour ça, il faut de l'argent. Non. Ce sont des gens qui veulent débaucher les autres qui utilisent de l'argent. Je peux vous donner même le montant. 500 $. Ça a circulé auprès de chaque député, auprès de chaque sénateur, pour acheter sa présence dans la salle du peuple, du palais du peuple. Vous savez qu'il y a même un membre du bureau de l'Assemblée nationale qui a eu énormément de promesses pour qu'il soit là présent ce jour-là et accueillir le chef de l'État au pied de son véhicule. Mais il n'a pas obtempéré. Vous connaissez de qui je parle. Hein, et les appels. Même un membre du Sénat a été pratiquement choyé, et puis, s'il faut dire entre guillemets, baratiné, pour dire qu'il faut nécessairement aller là-bas recevoir le chef de l'État. Des coups de téléphone sont venus de l'intérieur du pays. Mais les personnes ont pensé qu'ils ne pouvaient pas faire, puisqu'ils sont dans ces bureaux-là, du Sénat et de l'Assemblée nationale, grâce à l'appui de députés, des sénateurs du FCC. Voilà, 24 heures après la cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels, le FCC a encore fait une autre déclaration. Nous avons fait une autre déclaration. Voilà, dans laquelle vous dites que vous ne reconnaissez pas les 3 juges constitutionnels. Oui. Alors dites-nous comment ça va se passer, parce qu'on sait tous qu'à la Cour constitutionnelle, les décisions sont prises de manière collégiale. Comment vous allez faire pour ne pas reconnaître les 3 autres? Madame, nous restons constants. Et nous l'avons dit dans notre communiqué du 22 octobre 2020. Nous avons dit, nous ne changeons pas de position. Nous restons stricts pour dire que ce qui s'est passé a été en dehors de la Constitution et en dehors de loi du pays. Et pour nous, la position reste la même. L'ordonnance qui avait nommé ces 3 juges ne s'est pas inscrite dans la logique légale. Et pour nous, nous ignorons tout ce qui s'est passé, y compris les nominations, comme le semblant de prestation de serment. Donc nous restons dans cette logique. Pour nous, jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle est constituée de 6 juges. Nous reconnaissons les 6 puisqu'ils ont été nommés selon les normes et les règles de l'art, selon la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et vous comptez aussi les juges Ouboulou et Kilomba? Nous comptons tous ceux qui se sont retrouvés jusqu'avant la nomination. Alors, les 2 autres, puisque vous parlez de Ouboulou et de Kilomba, qui ont été évincés de manière irrégulière, logiquement, il y reste encore, selon la Constitution, en son article 158 et même en son article 150, encore de droits membres de la Cour constitutionnelle, puisque l'article 150 de la Constitution dit qu'ils sont inamovibles. Il y a ce principe d'inamovibilité des juges de la Cour constitutionnelle. Donc, logiquement, on ne devait pas les bouger jusqu'au 21 avril de l'année prochaine, au moment du tirage au sort. Mais il s'est fait que le forcing a été fait, c'est pratiquement comme si on fait les choses par défi, et on veut les bousculer, on les remplace par les autres. Alors, les autres qui ont prêté serment, qui probablement vont peut-être commencer leurs fonctions, pour nous, ils ne sont pas membres de la Cour constitutionnelle, et toute décision qui sera prise avec les 3 juges qui viennent de prester serment, cette décision-là ne concerne pas le FCC. Nous l'avons dit ouvertement. Donc, si on prend une décision à la Cour constitutionnelle avec les 6 anciens juges de la Cour constitutionnelle, nous acceptons. Cette décision nous est opposable. Mais si on prend une décision avec les 3 qui y participent, qui ont été nommés de manière cavalière et irrégulière, pour nous, cette décision ne nous concerne pas. Et nous avons appelé le peuple congolais à ouvrir l'œil, à rester mobilisé pour que le moment venu, nous puissions dire non à la nouvelle dictature qui tente de s'installer dans ce pays. Entre-temps, je rappelle qu'il y a 2 requêtes de sénateurs. Il y a 2 requêtes qui ont été introduites. C'est pour ça que nous avons été surpris de constater que le forcing a été fait, puisque les 2 requêtes ont été introduites bien avant. Il y a eu une requête d'un groupe de sénateurs, un peu bien avant. Il y a eu une requête, un peu, je crois, à la veille, d'un groupe de députés nationaux en interprétation par rapport à l'article 158 de la Constitution et même l'article 69 de la Constitution qui impose au chef de l'État d'assurer le fonctionnement régulier du pouvoir public et la continuité des affaires. Mais bon, curieusement, ces 2 articles ont été battus en brèche
Et nous constatons que le chef de l'État veut être guidé par les sentiments de sa famille politique. Ce qui n'est pas normal, il est au-dessus de tout le monde. Il est chef de l'État et du CACH, et de l'UDPS, et du PPRD, et du FCC. Donc il ne doit pas se laisser diriger par peut-être des anciens collaborateurs de l'ancien régime moboutiste de triste mémoire. Vous savez, le chef de l'État s'est fait entourer par des anciens moboutistes qui pensent qu'on peut encore rêver de rentrer à la dictature. Les moboutistes ont aussi travaillé avec le président. Je ne refuse pas, mais il faut éviter de se laisser conduire par ces moboutistes, puisqu'ils n'ont pas perdu leurs anciens talents. Leurs anciens talents, c'est quoi? C'est de fabriquer le chef de l'État dictateur. Et ils l'ont fait avec Mobutu. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec eux, mais nous ne sommes pas laissés conduire par eux. Donc aujourd'hui, le chef de l'État doit faire la même chose. Ce sont les fils du pays et les filles du pays. Ils peuvent contribuer au développement du pays, à la construction de la démocratie. Mais s'ils rêvent encore les anciennes habitudes, s'ils ont encore de la nostalgie de leurs anciennes méthodes de fabriquer une dictature, je crois que le chef de l'État doit être premier à s'opposer à ce genre de conseils. Monsieur Dieudonné Monzé, c'est un secret de polichinelle. On voit bien qu'aujourd'hui, rien ne va entre vous, les alliés de la coalition. Est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Il y a encore de l'avenir. Vous savez, moi, généralement, je suis optimiste. Et je l'ai constaté aussi au niveau du FCC comme du PPRD, que tout le monde reste optimiste. Puisqu'il s'agit d'une coalition que nous avions montée en âme et conscience, compte tenu, comme je vous disais, des réalités des élections de décembre 2018. Nous sommes politiques et responsables. Et lorsque nous posons un acte, c'est-à-dire que nous connaissons le bien fondé de cet acte. Donc, nous pensons que c'est aussi la même chose dans le camp de partenaires politiques, c'est-à-dire du CACH et du chef de l'État, qui doit comprendre que ce que nous avions posé comme jalon pour la construction de notre démocratie, pour rassurer et préserver la paix des Congolais dans ce pays à la veille ou au lendemain des élections, c'est-à-dire en janvier 2019, c'était bénéfique pour le peuple. Donc nous restons convaincus que le chef de l'État devra rentrer au bon sentiment. Et nous, comme nous l'avons toujours dit, et notre autorité morale, Joseph Kabila l'a toujours dit, nous pensons, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes rassurés que ce pays ne peut trouver du salut que dans cette coalition. Si nous allons dans ce que les autres conseillent, puisqu'ils disent qu'il faut aller dans une cohabitation ou quoi que ce soit, mais il faut tirer les conséquences de cette cohabitation. Puisque sur le plan politique, les deux ne marchent pas de la même manière. Et nous pensons que s'il faut aller dans la coalition, pour ceux qui veulent, ils doivent tirer les conséquences. Nous avons même suivi avant le discours du chef de l'État, je n'ai pas suivi moi personnellement le discours, qu'il y a des gens qui ont dit que le chef de l'État va limoger Janine Mabunda, l'honorable Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale. Il va aussi limoger Tambo Mwamba, président du Sénat. Il va limoger le premier ministre Ilunga Ilunkamba. Il va dissoudre le gouvernement. Il va dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont des choses qui relèvent du rêve. Peut-être qu'il a dit, puisque vous n'avez pas suivi les discours, peut-être qu'il a dit. Non, puisqu'aujourd'hui, là, je ne vois pas un geste dans ce sens. L'Assemblée nationale est encore là. Moi, en venant ici, je parlais avec des députés. Donc l'Assemblée nationale est encore là. Il y a même un sénateur qui m'a appelé. Ils sont encore là. J'ai eu même un peu de contact avec nos amis du CACH qui rassurent que la coalition n'est pas encore dissoute, puisqu'il y a des gens qui pensaient que la coalition va être dissoute. Mais le Premier ministre, il est encore là, il fonctionne. Le gouvernement existe encore. Donc il n'y a rien de tout ça. Donc l'Assemblée nationale est encore là. Ceux qui disent que le mariage FCC-CACH est un mariage contre nature, ils ont tort. Non, c'est un mariage normal. Pourquoi contre nature? Il n'y a jamais eu de coalition à travers le monde. Nous avons connu ça. En France, nous avons connu ça. Vous dites? Trop de soubresauts dans ce mariage. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous étions déjà informés que ça pourrait arriver. Je vous ai dit que même le chef de l'État lui-même l'a dit à Brazzaville que ce qui arrive ne nous surprend pas. Mais nous pensons et nous le disons tous les jours que puisque nous savions que nous étions en train d'aller en coalition avec nos opposants farouches d'hier, donc il ne faut pas comprendre que nous allons marcher tous de manière convenable, regarder dans la même direction comme par un claque de main. Non. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il devait y avoir des divergences. Mais ces divergences ne sont pas majeures. Nous privilégions ce qui nous unit. C'est pour cela que nous disons que malgré tout ce qui est arrivé, nous sommes optimistes et nous restons dans la coalition. Et je pense que même nos partenaires savent qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'être dans la coalition. Puisque la coalition, madame, elle est plus bénéfique pour nos partenaires politiques que pour nous. C'est pas l'inverse. Non.
C'est ça la vérité, puisque disait la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit la Constitution? Par exemple, pour ce qui concerne le gouvernement est issu, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, le gouvernement est constitué sur base des équilibres de forces au sein de l'Assemblée nationale. Et il est en quel équilibre de forces? Donc, en d'autres termes, si nous suivons cette disposition, le gouvernement devait être totalement du FCC. Le Premier ministre provenant du FCC. Même dans les entreprises, même dans la diplomatie, on devait respecter le point de vue et la participation du FCC. Sauf dans les domaines de collaboration comme la diplomatie, comme les femmes. Bénéfique, c'est en termes de postes, c'est distribué. Oui, mais c'est ça. Mais en quoi elle est bénéfique pour la population? Mais c'est ce que nous disons que c'est bénéfique pour la population. Pourquoi? Puisque lorsque les opposants d'hier, avec l'ancienne majorité d'hier, se retrouvent ensemble pour assurer la paix pour la population et pour assurer la stabilité des institutions du pays dans ce pays, il faut cette coalition. Et lorsqu'il y a la paix, c'est la paix de la population. Lorsqu'il y a la stabilité des institutions, ça profite à la population. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en 1960, lorsque nous venions de l'indépendance. Il y a eu aussi une forme de coalition entre le MNC de Lumumba avec la Bako de Kasavubu. Mais une expérience qui n'avait pas presque marché. Bien sûr que ça n'a pas été fait de la même manière, mais plus ou moins semblable. Ça n'avait pas marché. Qu'est-ce que ça avait produit? Ça avait produit l'insécurité pour la population. Nombreux sont morts. Ça avait créé l'instabilité des institutions. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à un coup d'État pour instaurer le MPR. Et aujourd'hui, on craint que l'histoire se répète. Oui, on craint que l'histoire se répète et ce n'est pas profitable pour le peuple congolais. Monsieur Dédolé Mwenze, on tend vraiment vers la fin de cette émission. Je vais poser quelques questions, mais vraiment de réponses brèves, précises et concises. Tout à fait. Alors, avec les consultations qui sont annoncées, est-ce que vous craignez que la majorité bascule et que ça vous échappe? Non, je vous ai dit, madame, que je n'ai pas suivi ce discours. Je ne peux pas me permettre de commenter sur des choses que je n'ai pas suivies, s'il vous plaît. Je suis responsable et politique et responsable. Est-ce que le FCC aujourd'hui est prêt à se retrouver dans l'opposition? Nous ne devons pas être dans l'opposition. Comment nous allons être dans l'opposition puisque nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale? Nous sommes majoritaires aux assemblées provinciales. Nous sommes majoritaires dans les exécutifs provinciaux. Nous ne pouvons pas être dans l'opposition. Nous restons dans la majorité. Voilà, vous avez passé 2 ans à vous quereller. Quand j'ai dit vous, la coalition FCC cache. C'est malheureux. Alors, c'est malheureux. Dans l'hypothèse où il y aurait élection en 2023, sur quelle base, vous, le FCC, vous allez battre campagne? Avec quel bilan? Bon, ce qui est vrai, madame, c'est que le bilan actuel, qui doit courir de 2019 à 2023, c'est en principe notre bilan commun. C'est-à-dire FCC et cache, puisque nous sommes en coalition. Lorsque ça va marcher, ça marchera pour nous tous. Lorsque ça ne marchera pas, ça ne marchera pas pour nous tous. Mais le moment venu, nous allons porter les responsabilités, mais nous ne les porterons pas de la même manière. Puisque comme vous savez, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Voilà, et dernière question. Quels sont les vrais problèmes? Et les poissons, semblait-il, ils pourraient à partir de la tête. Quels sont les vrais problèmes qui plombent aujourd'hui la coalition FCC Cash? En quelques lignes. Non, je crois que ce qui plombe aujourd'hui la coalition FCC Cash, c'est d'abord les ambitions démesurées de nos amis qui sont du Cash, et qui ont gagné le poste de président de la République, mais qui pensent qu'ils peuvent tout prendre. Ça, ces ambitions démesurées la bloquent. Mais je pense aussi qu'il y a des ambitions démesurées. Au-delà des ambitions démesurées, il y a aussi un comportement qui bloque. Ce comportement, je crois que c'est ce que nous entendons de temps en temps. C'est-à-dire le comportement de penser que les autres qui ont gagné n'ont pas gagné, mais nous qui avions gagné, nous avons gagné. C'est pour ça qu'il y a du mépris pour le Parlement. On pense que ces parlementaires-là n'ont pas été élus convenablement, alors que pour leur poste de président de la République, ils pensent qu'il a été élu convenablement. Merci. Alors que, comme vous le savez, il s'agit des élections qui se sont passées le même jour, à la même minute, à la même heure et dans les mêmes conditions. Merci, M. Dédolé Mwenze. Ça sera votre mot de la fin. Je vous dis également merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Entretien. Merci. Merci, madame.